BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquédec. Bonjour à tous, c'est Club BFM Crypto, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, vaste programme. Les paiements en fiat, en monnaie fiat classique, sont-ils démodés, sont-ils dépassés? Allons-nous tous demain payer en crypto, tout simplement, hein? On va en parler avec Michel Kazaka. Bonjour Michel, CEO et fondateur de Value Chain Consulting. Et puis, c'est la grande rentrée, voilà. Alexandre Sachenko est avec nous. Bonjour Alexandre. Bonjour Amaury. Donc, directeur de la stratégie chez Paymium. Et avec vous, on va carrément voir que le Bitcoin pourrait tout simplement défendre nos démocraties. Voilà, vaste sujet est important. Voilà, vous allez tout nous dire dans quelques secondes. D'abord, Alexandre, vous n'étiez pas à Surfing Bitcoin. Je n'y étais pas. Voilà, pourquoi vous nous avez manqué là-bas? Pour un heureux événement d'un ami, puisque j'étais à un mariage. Donc voilà, j'ai dû faire des priorités. Malheureusement, Bitcoin ne passe pas toujours au-dessus de tout dans la vie. Moi, c'était ma première édition, c'était très sympa. Très bien, mais bravo à toute l'organisation. Mais vous nous avez beaucoup manqué. Alors, quel autre événement on peut suivre si on a manqué Surfing Bitcoin? On a une communauté qui est quand même très active et assez décentralisée finalement. Il y a beaucoup de gens à Paris, mais il y en a beaucoup aussi dans les différentes villes de France. Le prochain sur la liste, je crois, si je ne me trompe pas, c'est Beyondly à Annecy, début novembre. Donc là, pour le coup, j'y serai. Donc si jamais ça vous intéresse, c'est un événement, c'est un peu plus feutré, il y a moins de monde, mais c'est très intéressant aussi. Bon, en tout cas, voilà, la décentralisation. Tout ne se passe pas qu'à Paris, et c'est très bien. Voilà, Biarritz, Annecy, etc. Donc n'hésitez pas. Alexandre, à tout plein d'événements pour vous. Alexandre, vous avez manqué à beaucoup de gens à Surfing Bitcoin qui m'ont parlé de vous, de vos chroniques. Je leur ai dit, tout va bien, Alexandre, reviens mercredi. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour cette nouvelle saison, Alexandre? Bien sûr, tout à fait prêt. Bonjour à tous et à tous, merci pour cet accueil et pour ces mots flatteurs. Vous savez, Amaury, l'été est une période propice à l'introspection et à la remise en question. Se demander pourquoi, finalement, pourquoi sommes-nous là? Pourquoi une émission consacré aux cryptos et en particulier à Bitcoin. Pourquoi travailler dans cet écosystème finalement et sur cette nouvelle monnaie? Est-ce que ça règle des problèmes existants? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Bitcoin? Les dangers et les risques que Bitcoin se propose de contrer ne seraient-ils pas finalement que des fantasmes de joueurs de casino désabusés? Je fais une référence à la petite remarque de Jean-Marc Daniel, évidemment. Mais j'allais vous le dire. Exactement. Mais lui était là et pas vous. Exactement. Le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Et Jean-Marc était ravi. Jean-Marc, il a gardé sa chaîne. Pour ceux qui étaient là, la chaîne Bitcoin qu'on lui a offert, il est gardé avec, il a pris le train avec. Donc il remarquait qu'effectivement l'événement avait lieu dans un casino. Donc est-ce que tous ces problèmes ne sont pas des fantasmes de joueurs de casino désabusés? Pourquoi la vie finalement? Tout simplement. Ben oui, mais vous êtes devenu tout simplement, Alexandre, d'humeur plutôt philosophique, mais on vous sent dubitatif. Pourquoi toutes ces réflexions? Je m'interroge sur la pertinence de Bitcoin, tout simplement. On nous parle de protéger du système monétaire qui s'effondre. On nous parle de protéger la démocratie en offrant un bastion d'incensurabilité financière, ou encore de transition écologique, mais foutaise. Alexandre, vous pensez que tous ces problèmes là que vous venez de lister n'existent pas? En effet, j'ai beaucoup lu cet été, figurez-vous. Et ce que je retiens, c'est que de toute évidence, toutes ces problématiques n'existent pas. Bitcoin est censé nous protéger des politiques monétaires laxistes, et il devrait donc mourir à la première hausse de taux. Or, depuis que les taux ont commencé à monter aux États-Unis en mars 2022, le cours du Bitcoin a progressé de 50%. Et son nombre d'utilisateurs aussi. Qu'est-ce que cela nous montre, Amaury? Ça nous montre que Bitcoin ne sert à rien. Et oui, quel aveu d'échec du fait qu'il ne soit pas mort? Finalement, à l'inverse, la monnaie fiat se porte plutôt à merveille. Bon, mais qu'est-ce qui vous fait dire tout ça, Alexandre? Parce que c'est pas dans vos habitudes. Non, c'est l'été, tout simplement. Propice aux réflexions profondes et à l'introspection, comme je le disais. Coup de soleil. Exactement. Coup de soleil, peut-être. Effectivement, je ne portais pas de casquette tout le temps, ce qui, avec ma chevelure, est problématique. Non, au tournant du mois d'août, la Banque centrale du Japon, peut-être vous en souvenez-vous, a annoncé relever ses taux directeurs de façon extravagante, extraordinaire, dangereuse, irresponsable, jusqu'aux chiffres monstrueux de 0,25%. Les marchés s'en souviennent. Catastrophe, effectivement. Ça faisait depuis 1999 que l'argent était gratuit au Japon, 25 ans. Donc le siècle dernier, hormis quelques petits mois de folie à 0,5%, oulala, notamment en 2008, juste avant la crise. Depuis 2016 même, presque 10 ans, on était payé pour emprunter au Japon. 25 ans, je le rappelle, c'est une génération entière. Donc rendez-vous compte, il y a en ce moment des Japonais sur le marché du travail, aujourd'hui, qui ne savent pas qu'il faut payer des intérêts quand on emprunte. Ils n'ont jamais vécu ça, tout simplement. Quand on leur dit que l'argent ne pousse pas sur des arbres, ils ne comprennent pas la blague. Bon, et oui, c'est vrai, mais c'est curieux, mais c'est la rémunération du capital. Et effectivement, les marchés ont paniqué. Je rappelle, Nasdaq qui a perdu 8%, le CAC 40 5%, le Nikkei 20%, vivant tout simplement sa pire journée depuis 1987.
Évidemment, admettez que quand on n'est pas habitué, c'est choquant. Et donc, le gouverneur de la Banque centrale du Japon, conscient que le monde entier venait s'approvisionner en argent magique chez lui, est obligé de faire son mea culpa pour que le monde ne coule pas. Vous l'avez, et de promettre qu'on ne le verra pas remonter les taux de sitôt. Vous l'avez aussi. Ouf, on souffle, on dort tranquille de savoir la monnaie fiat défendue avec brio par des personnes responsables en costume cravate, contrairement à Bitcoin, qui est volatile, je le rappelle, et manipulé par des gourous qui, eux, n'ont pas de costume cravate, et ça, c'est très grave. La monnaie fiat est donc tout à fait saine et pérenne, puisqu'elle ne crée pas d'endettement massif, manifestement, elle ne crée pas d'irresponsabilité généralisée ou de fuite en avant. Donc dans ce contexte, quelle est l'utilité de Bitcoin? Je vous le demande. Peut-être le deuxième item que vous avez mentionné, Alexandre. Est-ce que Bitcoin, finalement, n'est pas une protection de la démocratie contre certaines dérives liberticides? Alors non. Là, je crois que s'il y a bien un enseignement à retenir de l'été, c'est qu'il n'y a absolument aucun risque de dérive liberticide en France et en Europe. Aucun. Non, parce que, ok, il pourrait exister des pays ou des régions où on fait des élections dont on ne respecte pas le résultat, où on travaille sur un texte visant à censurer a priori toutes les communications numériques, où on arrêterait une personne parce qu'elle fournit des services de confidentialité sans demander l'autorisation au Premier ministre, où un député centriste va à la télé pour dire qu'il aimerait bien la fin de l'état de droit et le passage à une présomption de culpabilité. Mais enfin, pas en France. Pas en France, non, sinon ça se saurait. Donc là aussi, Bitcoin ne règle aucun problème, désolé, mais les faits sont têtus et impitoyables. Vous avez échangé, Alexandre. Et sur la transition écologique dont vous avez parlé il y a quelques minutes? Non plus, c'est pareil. Tout le monde le sait, il n'y a pas de problème de transition écologique avec l'intermittence des énergies renouvelables. Et oui, puisque s'il y avait un problème, l'Allemagne irait très mal, par exemple. Justement, l'Allemagne, ça va pas très fort en ce moment. Quoi ? Non, attendez. Après s'être livré à un sabordage sur le nucléaire, à avoir tout misé sur le solaire et l'éolien, je ne veux pas croire que le ministère de l'économie allemand a demandé en août à ces entreprises de se préparer à moduler leur activité économique en fonction du vent et du soleil. Non, on n'est pas au Moyen-Âge quand même, Amaury. Alexandre, c'est pourtant effectivement ce qu'a suggéré une note publiée en juillet par ce même ministère, mettant en place des mesures incitatives ou punitives pour adapter la demande d'énergie industrielle à ce que le soleil et le vent sont capables de fournir. Attendez, vous êtes en train de me dire que l'Allemagne aimerait disposer d'un acheteur de dernier ressort pour absorber ses surplus d'électricité et s'éteindre lorsqu'elle devient chère, c'est ça? Vous sous-entendez qu'il y aurait eu l'équivalent de 10 jours complets de prix négatifs en Allemagne cet été? Non, parce que si c'est une solution à tout ça qu'on cherche, je vous rassure, ça n'existe pas. Je suis perdu, Alexandre, parce que pourtant, vous avez vous-même défendu le fait que le minage de Bitcoin pourrait être une solution justement adaptée à cette situation. Oui, mais non, pas du tout. Puisque, je le rappelle, on pourrait, en théorie, ce pays formidable, la théorie, on pourrait en théorie alimenter des hôpitaux et des écoles avec. Donc, vous allez me dire, la théorie n'est pas mise en pratique depuis 20 ans, certes, mais on ne va quand même pas déployer une solution pratique, fonctionnelle, immédiate, financée sans argent public et qui permet de pérenniser et d'accélérer la transition écologique quand on peut tout simplement mettre un petit manteau de moraline et remettre le problème à ses enfants. Non, soyons sérieux. Et puis ça se saurait, par exemple, si le Texas le faisait déjà depuis 2 ans et que le prix moyen de son électricité en août 2024 avait baissé de 80% par rapport à l'année précédente, tandis que la demande en minage de Bitcoin progressait de 30% à 2,3 gigawattheures sur le mois. Tout ça se saurait, Amaury. Bon, Alexandre, je pense que ceux qui vous connaissent ont un petit peu saisi votre ironie, mais quand même, vous avez passé un bel été. Malgré le système monétaire et financier qui s'effondre, la démocratie qui s'effrite, les libertés individuelles piétinées par une surveillance généralisée et le changement climatique aggravé par des décisions politiciennes, j'ai passé un relativement bon été, merci. Mais j'avais hâte de vous retrouver tous les mois pour participer à mon niveau à cette prise de conscience sur l'importance de Bitcoin. Là, c'est réussi, Alexandre. Merci beaucoup. Là, on s'arrête pas. Là, ça continue. Je peux continuer. Ça continue fort. Non, mais voilà, écoutez, superbe. On va parler des paiements en crypto. J'aimerais bien d'ailleurs avoir votre avis là-dessus, Alexandre, dans quelques instants, pour savoir si pour vous, dans un pays par exemple comme la France ou un pays européen ou autre, c'est intéressant ou non de payer en Bitcoin. Michel Kazaka, j'ai fait l'expérience de mon premier paiement Bitcoin grâce à Romuald que je salue à Surfing Bitcoin. Voilà, j'ai pu acheter une bière en Bitcoin avec un téléphone, avec une bague, ça va très vite, c'est très pratique. Mais justement, moi je voulais avoir un petit peu votre avis aujourd'hui en France. Où est-ce qu'on peut payer en crypto? Et d'ailleurs, est-ce qu'on paye qu'en Bitcoin? Est-ce qu'on paye en crypto? Comment ça se passe?
Alors d'abord, félicitations pour votre premier paiement en Bitcoin Lightning. Comment merci, vous vous êtes ça fait senti plaisir. Ça fait plaisir. L'expérience était satisfaisante? Ah oui, très. C'était hyper rapide, c'était simple. Non, franchement, très efficace. Je pense qu'on voit derrière vous tout de suite le logo de Carrefour qui... Absolument. D'ailleurs, on peut peut-être parler de cette news. Effectivement, on a appris là, il y a aujourd'hui, je crois, que Carrefour Express à Rouen acceptait les paiements en Bitcoin en Lightning Network. C'est la première fois qu'une grande enseigne comme ça, Michel, accepte des paiements en crypto, ou à chaque fois c'était plutôt des petites enseignes, pas des grands groupes en tout cas? Malheureusement, en France, on a perdu un peu l'habitude d'être les premiers. Donc ce n'est plus la première enseigne au monde qui annonce accepter des paiements en Bitcoin Lightning. Mais si on revient sur l'événement de Surfing Bitcoin, donc c'est un événement qui a eu lieu à Biarritz, nous avons été ensemble, j'ai donné une keynote justement sur le sujet des crypto-paiements, en plus de la résistance de Bitcoin à la censure et l'arrivée des monnaies numériques de banque centrale. Mais vous voyez que l'actualité nous rattrape avec voilà, ça vient d'être annoncé aujourd'hui, donc c'est un sujet d'actualité. Alors pourquoi? La question qui se pose, c'est pourquoi. La France n'a pas été la première à le faire, mais la France a été la première à innover dans l'industrie des paiements. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je rappelle que la France, elle a inventé la carte de paiement, la carte à piste et la carte à puce. Donc, si on revient dans les années 70, il y a M. Moreno qui a inventé la carte à puce et avant Transac qui a inventé la carte à piste. Donc, nous sommes des leaders mondiaux dans ces technologies-là. Et il ne faudrait pas que la France perde sa primauté dans ce domaine. Et alors, allez-y Michel, peut-être que vous vouliez finir. L'industrie de paiement aussi, elle est toujours cachée. Les gens n'entendent pas souvent parler des paiements. C'est un sujet normalement qui est un non-sujet parce que je paye et c'est fini. Et tant mieux, ça veut dire que ça marche. Mais pourquoi on en entend parler? Pourquoi ça fait plusieurs années qu'on entend parler de Apple Pay, de Visa qui fait des choses? Ça commence à rentrer dans les news mainstream. Je rappelle que l'industrie de paiement, c'est la plus grande industrie au monde en termes de chiffre d'affaires. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et en termes de chiffre d'affaires, c'est plus grand que la masse monétaire mondiale, parce que c'est de l'argent qui tourne. C'est la monnaie qui circule de moi à Alexandre, d'Alexandre à vous. Donc le chiffre d'affaires, il est plus grand que la masse monétaire, par définition. Ensuite, c'est la plus grande industrie au monde en termes de revenus. On parle de 2200 milliards de dollars de revenus pour les industriels qui travaillent dans les paiements, comme les banques, Visa, etc. Alors Michel, c'est intéressant parce que on voit que ça évolue, qu'il y a plusieurs institutions qui s'y mettent, qu'il y a de la compétitivité, on voit avec Apple Pay, etc. Mais à chaque fois, c'est des paiements en fiat. Et là, pour parler concrètement des paiements en crypto, en quoi, qu'est-ce que les paiements en crypto ont que n'ont pas tout simplement les paiements classiques en fiat, quels qu'ils soient? Pour répondre facilement à cette question, d'une façon la plus simple possible, lorsqu'on paye aujourd'hui avec notre carte bancaire, Visa, carte bancaire CB ou autre, le paiement, il n'a pas lieu en réalité. Il y a une autorisation qui a eu lieu instantanément pour dire vous êtes autorisé à faire l'achat et plus tard, le commerçant, ça va passer par un long circuit pour recevoir l'argent sur son compte bancaire. On appelle ça les systèmes d'acceptation, les banques acquéreurs qui font le traitement, les banques émettrices de la carte. Il y a toute une industrie. Ce que ça veut dire, c'est que la banque peut refuser derrière. C'est pour ça que moi j'existe, mon métier existe, c'est parce qu'on fait fonctionner cette grande machine qui a pris le temps à naître depuis les années 50, 60 jusqu'aujourd'hui. Donc c'est une industrie qui a une chaîne de valeur longue, très spécialisée. En revanche, avec Bitcoin, il n'y a pas besoin de tous ces intermédiaires. Lorsque je vous paye avec Bitcoin Lightning, comme vous le voyez ici, vous allez peut-être montrer aussi votre achat ou le bien, je ne sais pas. Le vôtre. Très bien. Donc là, on voit que le commerçant, il a instantanément reçu les fonds sur son compte. Donc, quasiment pour ceux qui nous suivent à la télévision, voilà, on voit votre achat. Je ne sais pas ce que vous achetez. Ah oui, donc là, c'est dans la boutique de Surfing Bitcoin ou dans les autres boutiques aussi qui étaient dans. Vous pouvez commenter les images si vous voulez. Donc là, actuellement, le commerçant, il est en train de me montrer un QR code pour payer un achat de quelques livres ou de quelques objets. Et simplement avec mon wallet, mon portefeuille électronique Bitcoin, je scanne le QR code, j'accepte de payer et c'est fini, c'est payé. Et ça se fait tout ce qui veut dire qu'il a reçu les fonds. La finalité de la transaction, elle a eu lieu en moins d'une seconde, en 700 millisecondes environ pour ce paiement-là en particulier. Donc là, ça veut dire que tout est fait en moins d'une seconde, alors qu'habituellement, ça peut être fait assez rapidement, mais la transaction doit être validée plus tard, parfois même quelques jours après en fait. Habituellement, ça prend à peu près 1-2 jours à 5 jours, 7 jours, si c'est un paiement transfrontalier, c'est un paiement avec une carte étrangère ou un paiement transfrontalier. On a entendu tous parler des paiement instantané en France, et c'est une excellente nouvelle. Mais je rappelle que c'est relativement une réaction des banques centrales et des banques par rapport à l'innovation de Bitcoin, qui faisait quasiment du paiement instantané avec 10 minutes. 10 minutes étaient du temps réel, du quasi-temps réel, comparé à des
transaction, transfert qui durait 4-5 jours. Bon, donc là, l'intérêt, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Est-ce que ça coûte moins cher? Alors, justement, ça ne suffit pas d'être plus rapide. Parce que le payeur, il n'a pas non plus trop envie de payer trop rapidement. C'est pas une demande des payeurs en général. C'est peut-être l'intérêt du commerçant, effectivement, d'avoir une trésorerie à 1 jour près, 2 jours près. Normalement, c'est un petit gain. Mais là, déjà, les commerçants, ils peuvent s'y retrouver. Ça peut être un atout pour eux. Alors, les Il y a paiements, risque de fraude aussi. oui, les paiements sont garantis. Je rappelle que les paiements par carte bancaire, on a quand même tout un système bien optimisé. Il ne faut pas le critiquer dans son efficacité. Il est très efficace. Mais comme il a dit Alexandre, il a un problème. Un de ses problèmes majeurs, c'est pas sa spécialisation, c'est son taux de fraude sur les paiements à distance. Un paiement que vous faites par carte bancaire dans un magasin, c'est un paiement très sécurisé. C'est français, c'est inventé par la France, la carte à puce. Elle réduit le taux de fraude à quasiment 0%. 0,0 quelque chose, 0,00 quelque chose %. En revanche, lorsqu'on paye avec sa carte en ligne, le taux de fraude, il est multiplié par 20. 20 reste gérable par le système. En revanche, ça crée des pain points. C'est pour ça qu'on a mis en place l'authentification forte, le SMS, le one-time password, le 3D Secure, PCI DSS. On a rajouté plein de couches normatives sur l'industrie de paiement pour rendre les paiements en ligne sécurisés. Ce qui a causé quoi? Des paniers des commerçants en ligne qui tombent parce qu'à un moment on lâche l'affaire, quoi. On dit non mais ça n'a pas marché, j'ai pas reçu l'SMS, le one-time password n'a pas fonctionné, etc. Ce qui a aussi occasionné des coûts supplémentaires. Un paiement, quand je paye un commerçant 100 €, en moyenne au monde, il ne reçoit pas 100 €. Il reçoit en général 96, 98 au mieux. La moyenne au monde. En France, on a un avantage d'avoir des paiements qui coûtent moins cher parce que nous avons une sorte de souveraineté sur nos paiements. Mais ce n'est pas le cas partout au monde. Donc voilà, un des grands problèmes, c'est la fraude. Le deuxième problème, c'est les coûts. Les coûts des transactions non Bitcoin Lightning coûtent très cher. Une transaction Bitcoin Lightning, elle coûte 0. Enfin, elle coûte quelques centimes, 0,1 centime, 0,3 centimes. Mais elle peut extrêmement compétitif en tout cas. Si on est industriel, elle peut coûter 0. Si on installe nous-mêmes des serveurs Bitcoin Lightning, elle peut coûter quasiment un Satoshi. Bon, maintenant qu'on a dit ça, Michel, est-ce que aujourd'hui, à l'instant où on se parle, en France, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de payer en Bitcoin? Sachant que on peut déjà payer en fiat et que ça marche. Alors oui, c'est plus long, etc. Mais est-ce que là, il y a un intérêt de payer en Bitcoin? Alors là, j'ai besoin de un peu plus de temps pour répondre à cette question parce qu'elle est fondamentale. C'est pourquoi payer avec Bitcoin, c'est pas une question simple. Les raisons sont multiples. Déjà, prenons d'abord à la française des statistiques. On aime faire des statistiques, donc je vais le faire. Mais après, je vais répondre fondamentalement à la question. La première statistique que je vous donne, c'est la suivante. Actuellement, 80% des commerçants aux États-Unis, ils demandent de pouvoir accepter des paiements en crypto, notamment en Bitcoin, mais pas que. Stablecoin, ça augmente dans les taux de paiement. Donc en gros, les commerçants demandent ce service. Donc la question, est-ce qu'il y a un marché? Oui, 80% des commerçants le demandent. Et pourquoi ils le demandent? Voilà, justement, pour 2 raisons, principalement. Réduction de coûts, paiement transfrontalier. J'ai pas besoin de collecter un paiement de la Chine ou des Émirats Arabes Unis ou de la France aux États-Unis. Le paiement en Bitcoin, il est tout de suite planétaire sur Internet. Deuxième raison, c'est ça coûte moins cher pour le commerçant. Il a un très grand gain, il économise sur les commissions. En plus, il y a une troisième raison cachée, c'est qu'un portefeuille de quelqu'un, aujourd'hui c'est le cas, demain peut-être ça va être différent, quelqu'un qui paye avec des paiements en Bitcoin, normalement il a envie de payer et normalement il a un pouvoir d'achat plus élevé. Donc le panier moyen de quelqu'un qui paye en crypto, il est multiplié par 2. Il est en moyenne au moins plus 40% supérieur. Donc les commerçants ont intérêt d'accepter des paiements en crypto. D'accord, ok. Et Alexandre, vous avez un avis là-dessus? Vous, ça vous tenterait de payer en Bitcoin? Je ne sais pas si vous le faites ou si vous l'avez déjà fait. Mais... Un point supplémentaire sur le coût aussi, c'est que quand on prend la big picture, pour parler français, on le disait tout à l'heure, le chiffre d'affaires, le revenu des acteurs du paiement dans le monde, 2200 milliards, c'est le plus gros du monde. En fait, il y a 2 façons de le voir. C'est une industrie florissante qui fait beaucoup d'argent, et il y a l'autre façon de voir qui est ces 2200 milliards qui sont prélevés sur des gens qui font de l'activité marchande, parce que le paiement est une forme d'intermédiaire qui, aujourd'hui, si on veut être taquin, on va jusqu'à aller les qualifier de parasites. Ils sont au milieu, ils prennent de l'argent, ils n'ont rien fait dans la transaction. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont permis à l'industrie du paiement et donc à la transaction de se faire. Donc, est-ce que ça coûte plus cher? Théoriquement, en fait, la question n'est pas celle-là, c'est que ça déplace qui paye. Dans le cas d'un paiement Bitcoin, surtout en layer 1, mais c'est moins le cas avec Lightning, effectivement, c'est le payeur qui paye. Et donc pour lui, ça peut être plus douloureux parce qu'il s'en rend compte.
Il paye la sait que commission, qui paye la voilà, commission. il paye le frais de transaction. Il va payer un peu comme aux États-Unis où les taxes sont pas affichées. On arrive en caisse, flûte, ça coûte 20% de plus. Ouais. Là, ça fait mal. Là, c'est pareil. On arrive en caisse et en fait, c'était pas 20 €, c'est 20 € et 3 centimes. Ah, c'est pas ce que j'avais prévu, etc. Donc, on a l'impression que c'est plus cher. Dans la réalité, si ça fait économiser 1000 milliards ou 1500 milliards au niveau mondial à tous les commerçants, en fait, ça leur permet de baisser leur prix. Donc, moi, ça me coûte moins cher. Mais c'est juste que ça prend du temps avant de se traduire dans les prix. Donc, en soi, c'est moins cher, mais c'est plus douloureux pour des personnes différentes dans la chaîne de valeur. Maintenant, est-ce que c'est intéressant de payer en Bitcoin? Ça dépend où, déjà. S'il y a des endroits où la monnaie est relativement stable, comme c'est un peu le cas quand même en France, moins. D'ailleurs, est-ce qu'on a le droit de payer en Bitcoin en France? On a le droit de payer en Bitcoin. On a le droit de le faire. Parce qu'on n'a pas, la facture, elle doit être émise en euros. Le prix est libellé en euros, et donc je peux utiliser le moyen de paiement de mon choix, mais la facture, elle est émise avec un cours du Bitcoin photographié et qui dit c'est tant d'euros pour tant de Bitcoin au moment où j'ai vendu mon bien ou mon service. Et là où ça devient embêtant, et ce qui fait que moi personnellement je ne fais jamais de paiement en Bitcoin, c'est parce qu'il y a un côté chat et souris ou œuf et poule, c'est que comme on l'a bien vu, puisque sur les vidéos qu'on montrait, on ne peut pas du tout payer avec. Je rappelle que ce n'est pas une monnaie, selon beaucoup de gens en costume-cravate. Donc comme ce n'est pas une monnaie, eh bien on adapte la norme à la théorie. Et la théorie, c'est que ce n'est pas une monnaie. Donc on fait une norme qui considère que ce n'est pas une monnaie, donc on va devoir déclarer des bénéfices. À chaque fois qu'on fait un achat d'une baguette de pain à la boulangerie, il faut rapporter la plus-value faite pour l'achat de la baguette de pain sur l'ensemble de son portefeuille. Donc évidemment à ce moment-là, on informe le fisc de tout notre patrimoine, pourquoi pas. Et donc en fait c'est hyper compliqué de gérer ses obligations fiscales quand on le fait. Malheureusement, on arrive au bout du temps, mais en quelques secondes, Michel, du coup, là, ce que nous dit Alexandre, c'est que c'est quand même plus compliqué, fiscalement en tout cas. C'est pas seulement une question fiscale. Il y a 580 millions de porteurs de crypto au monde. La majorité souhaite pouvoir l'utiliser en paiement. La quantité des transactions en crypto, elle augmente. On dépasse les 800 000 transactions jour faites en crypto pour des paiements, pas pour des spéculations. La question fiscale, elle se pose. Il y a des pays qui ont commencé à la clarifier, d'autres pays où il y a des solutions de contournement, comme le cas en France, c'est-à-dire on déclare les actifs et on paye la flat tax sur ces actifs-là. Donc voilà, il y a des solutions aujourd'hui sur le marché et on voit qu'il y a des commerçants qui commencent à s'y intéresser. Bon, en tout cas, de ce que j'ai compris, moi, c'est que plus ça va se démocratiser, plus tout le monde s'y retrouvera. Le paiement, c'est une industrie de réseau. Il y a un effet de réseau. Plus il y a de gens qui l'acceptent, plus c'est intéressant de l'accepter. Donc effectivement, le début est toujours difficile, mais ensuite on pourra courir. C'est vital pour l'avenir de Bitcoin qu'il soit utilisé comme sa promesse initiale en paiement. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Alexandre Sachenko, un directeur de la stratégie chez Paymium. Michel Kazaka, CEO et fondateur de Value Chain Consulting. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.